par rapport aux analyses. Donc une demi-heure, et je vous fais un signe quand c'est 5 minutes. Sinon on fait ça. Sinon, bon, je vais essayer d'aller dans ce sens-là et de respecter la demi-heure. Marée haute, donc c'est vite fait à l'eau. Oui, en plus. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Certains d'entre vous dans la salle m'ont déjà éventuellement vu intervenir ou en démarche commerciale chez eux. Donc je suis Louis-Georges Quintelas, le créateur de cette société qui a aujourd'hui un peu plus de 15 ans, qui est basée à Bron, région lyonnaise. On a une antenne aujourd'hui, antenne commerciale, qui est basée à Sud-Ouest et dans le cadre de notre développement, on imagine d'autres antennes à l'avenir. On participe à cette session aujourd'hui. Ce qui m'a été demandé, c'est d'essayer de vous expliquer comment aujourd'hui, dans les analyses que vous mandatez, il y a potentiellement des failles ou des choses à identifier clairement pour savoir derrière l'analyse ce qu'on peut en dire, ce qu'on peut en faire et éventuellement ce qu'on ne peut absolument pas en faire. Donc pourquoi on m'a demandé ça? Parce qu'aujourd'hui dans le métier de Squally, on est typiquement dans les 3 volets de l'expertise. Alors dans l'expertise on identifie, en ce qui nous concerne, quels sont les sujets à risque. On accompagne l'ensemble des industries agroalimentaires sur ces sujets à risque. Tout à l'heure, on a précisé un certain nombre de choses, et notamment l'aspect achat. Une fois qu'on a précisé les risques, l'idée c'est de les gérer, et de les gérer avec une logique d'achat, mais d'achat soft et non pas cost killer, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Dans l'esprit, c'est aller acheter la bonne analyse par rapport à la bonne question et à la bonne exigence. On parle de bio, on parle d'infantile, on parle de conventionnel, on parle d'humain, et évidemment, la logique n'est pas la même quand on veut acheter une analyse pour vérifier si le produit est bio et qu'il convient à l'alimentation infantile. On ne va pas acheter typiquement la même analyse que lorsqu'on veut vérifier que ça respecte la réglementation conventionnelle. Et donc l'idée dans notre démarche, c'est de accompagner l'ensemble des industries agroalimentaires vis-à-vis de ces obligations-là et de les faire acheter les bonnes analyses et au final d'avoir une sorte de mutualisation des coûts avec cette plateforme et d'économie des coûts pour ne pas acheter, entre guillemets, simplement des analyses qui ne serviront pas. Et dans notre volet, on a voulu augmenter la logique de sécurisation par le fait qu'on est tous, chez Squally, 12 personnes aujourd'hui, originaires de l'analyse ou avec une connaissance analytique. Et donc on s'engage, nous, à aller vérifier les laboratoires, à les auditer en tant que fournisseurs, pour sécuriser là aussi l'ensemble de la filière et de nos achats et de nos prestations que l'on réalise ensuite par rapport à nos différents clients. Donc ça c'est dans ce sens-là où aujourd'hui on m'a demandé d'intervenir pour essayer d'expliquer non pas la gestion des risques, vous en avez parlé tout à l'heure, mais je vais rebondir parce que ça m'aide aussi dans ma présentation, mais plutôt sur la partie gestion et sécurisation des analyses. Aujourd'hui, cette logique-là, vous voyez, quand on est avec des industriels, on part de cette évaluation-là, on reste dans le référencement des prestataires analytiques qui répondent aux exigences des clients par rapport à leur cahier des charges. Ensuite, on va prendre le volet gestion analytique, la gestion des échantillons, la récupération, la quantité nécessaire, la réexpédition auprès des laboratoires, la vérification des délais, et puis l'accompagnement dans le suivi traçabilité de tableau de bord, les fameux fichiers Excel avec l'ensemble des interprétations, recommandations, vérifications par rapport à la réglementation. Et jusqu'à la fin, un processus d'amélioration continue qui a pour objectif de faire le bilan de l'année et puis de se projeter sur l'année suivante. Alors on a des systèmes de veille, d'alerte, etc. pour aider nos clients à imaginer les sujets sur lesquels ils n'ont pas pensé tout au long de l'année à surveiller, même si on leur donne des alertes au fur et à mesure de l'année. Évidemment, ça nous laisse une possibilité énorme. Vous parliez tout à l'heure des nouvelles analyses dans les fraudes, etc. Comme on est une structure qui est prestataire de services et on ne fait aucune analyse, on veut être totalement indépendant par rapport à ça, on a une gestion illimitée des besoins analytiques. Le sujet n'est pas de savoir si on sait analyser, c'est de savoir si on sait trouver qui sait analyser dans de bonnes conditions pour nos clients. Donc la liste ne fait que s'étoffer parce que malheureusement, entre guillemets pour vous, les logiques et les obligations ne font qu'augmenter et les problématiques également, les dernières sur les migrations d'emballage ou sur les moches noirs, comme dirait un certain nombre de mes collaborateurs. Alors l'idée étant de rester... Oui. Est-ce que ça vous donne une vision sur le budget, l'analyse des entreprises agroalimentaires, se dire quel est le pourcentage par rapport à leur budget d'achat, par exemple? Alors on ne sait pas le pourcentage par rapport à leur budget d'achat, mais quand on fonctionne en collaboration et
on le dit comme ça, on veut être leur pôle scientifique externalisé. On a évidemment le budget total et on connaît le budget de chacune des entreprises, mais on ne sait pas par rapport à le budget d'achat global ce que ça représente. Et sans rien dévoiler, vous voyez des grosses différences, ça dépend également du type d'entreprise agroalimentaire, mais est-ce qu'il y a des ratios Oui, il y a des grosses différences, notamment dans l'esprit, quelle est l'orientation du produit. C'est-à-dire que vous verrez tout à l'heure dans l'analyse des clients, certains clients vont être très orientés sur l'alimentation infantile, qui de fait donne un certain nombre d'exigences supplémentaires, ou en cas d'impératifs, que ceux qui sont seulement sur du conventionnel ne vont pas suivre. Donc le ratio est différent. Et nous, ce qui nous intéresse quand on les accompagne, c'est pas de regarder ce ratio, c'est de savoir si par rapport à leur thématique, on va chercher les bonnes analyses et aussi de leur donner un avis sur le plan de surveillance, me paraît-il suffisamment étoffé ou pas. Parfois, ils nous demandent de les accompagner sur établir leur plan de surveillance, mais quand ils ne nous demandent pas, ils nous demandent au moins un avis extérieur pour leur dire est-ce qu'a priori mon plan de surveillance orienté, bien orienté, et vers quel produit et vers quelle contamination je ne suis pas allé et qu'on peut les conseiller. Et donc le dernier volet par rapport à cette présentation, c'est vraiment de rester sur cette indépendance analytique. Et ce qui va faire aussi un message que je porte tout à l'heure et qui n'est pas de justement faire de la vente d'analyse, puisqu'on n'est pas un vendeur d'analyse. On est là, nous, pour trouver la bonne analyse au bon endroit et au bon moment. Nous, ce qu'on cherche, c'est effectivement à gérer des budgets et accompagner nos clients pour que ces budgets-là, ils les maîtrisent. Alors, s'ils se développent et que leur marché est en croissance, qu'ils vont à l'extérieur, à l'étranger, qu'ils ont des nouvelles exigences, notre budget et le leur va augmenter. Mais ce qu'on veut surtout, c'est, en toute indépendance, trouver la bonne analyse et rester sur un cadre de budget qu'ils nous ont fixé pour répondre à ces exigences-là. Et effectivement, ça nous amène à avoir un certain nombre de clients qui sont sur ce sujet-là, qui nous confient tout ou partie de leurs prestations de gestion analytique en sécurité alimentaire, en qualité. Aujourd'hui, on s'est lancé dans la démarche au départ sur la problématique sécurité des aliments. Donc les produits, c'était analyser les pesticides, les métaux, les mycotoxines, etc. Et aujourd'hui, avec tout ce que je vous ai cité, on est aussi bien sur de la qualité, sur de la microbiologie, sur du nutritionnel, sur de la migration, sur des corps étrangers. L'idée, c'est de dire à nos clients industriels, vous avez un certain nombre de besoins, des thématiques, vous ne savez pas qui posait la question, votre labo avant ne faisait pas, nous on sait tout gérer, on sait tout faire. Voilà. C'est ça l'idée dans la prestation. Et par rapport à aujourd'hui, c'est le fait de mutualiser cette prestation-là avec tous les clients industriels qui nous permet, nous, de globaliser les achats, d'avoir une relation avec les fournisseurs analytiques qui est différente, des prix remisés, et derrière, des exigences et de la sécurisation par rapport aux analyses. Et l'ensemble des résultats étant interprétés, conseillés, recommandés, pour nos clients, c'est du gain de temps. Voilà. Essentiellement du gain de temps. Et quand ils ont compris la démarche, également de l'économie d'argent, parce qu'en fait, on leur fait faire des achats de bonnes analyses et non pas des analyses qui étaient potentiellement pas utiles. Donc dans cette démarche, l'idée c'est de vous présenter une sorte d'exemple. Je vais m'éloigner de la zone 100. Vous présenter un exemple de la prestation, de la gestion analytique, de vous laisser rebondir et de questionner s'il y a besoin, mais de partir sur ce que parfois je présente. Quand je présente, aujourd'hui je suis uniquement axé sur la partie analytique, mais très souvent je pars du principe que l'analyse, elle est issue d'un certain nombre de choses, notamment le contexte réglementaire. Pourquoi vous faites des analyses? Parce qu'on vous a obligé quelque part à un moment donné de faire la suivi de la traçabilité, d'aller chercher l'analyse des risques et ensuite de les gérer. Et dans les risques, on a souvent mis la problématique d'analyse. Alors, c'est une problématique qui est certaine, elle a été reprise notamment par les cahiers des charges normatifs, mais on insiste, nous, très souvent sur le fait que, ce qui a été dit tout à l'heure, l'analyse en elle-même, elle ne servira à rien au départ. Il faut d'abord savoir tous les risques que l'on doit maîtriser, essayer de, quelque part, se sécuriser en allant demander à ses fournisseurs comment eux, ces risques-là, ils les ont pris en compte, éventuellement maîtrisés. Tous les risques que vous allez identifier, mais que votre entreprise arrive à faire maîtriser déjà au préalable par ses fournisseurs, sont des risques en moins quelque part à analyser, ou en tous les cas à analyser avec moins de fréquence. Donc l'intérêt, il est toujours d'aller chercher cet élément-là, ce qui a été déjà dit ce matin. Et surtout, malheureusement, ce que je dis tout le temps, c'est que l'analyse ne peut être qu'un support, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un support de votre maîtrise. En aucun cas, vous devez interpréter l'analyse de risque comme étant une analyse systématique. Et d'autant plus que dans l'analyse, vous allez voir dans ce que je vais vous donner comme exemple, elle peut potentiellement vous déboussoler un petit peu, parce qu'une analyse à un instant T, à un moment donné, ne peut pas répondre à la libération de l'eau, parce que l'échantillonnage
aucun, je pense, ici, d'industriels n'utilise les obligations de prélèvement, des quantités, des échantillons élémentaires pour en faire un échantillon représentatif de son lot. Donc une analyse libératoire, elle est très compliquée. Et en plus, quand vous allez voir que dans les incertitudes, dans les données analytiques, il peut y avoir un domaine d'incertitude tellement énorme, vu de l'industriel, qu'avec un résultat, vous pouvez très bien considérer qu'il est super, comme potentiellement très mauvais. Donc c'est important de savoir que dans l'analyse, c'est un élément complémentaire à l'audit, à la revue documentaire, aux éléments qui viennent vous sécuriser, et non pas l'analyse qui va faire l'ensemble de votre sécurisation, de votre plan de surveillance. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut essayer d'être le plus cohérent avec ces exigences analytiques. À partir du moment où vous avez défini qu'il y avait des analyses à faire, autant aller chercher les bonnes analyses et comprendre derrière quels sont les éléments qui peuvent amener une discussion, une interprétation. Tout à l'heure, on parlait de 2 laboratoires différents qui faisaient de l'analyse ADN pour un même fournisseur et qui trouvaient des résultats différents. Il y a souvent des explications à ça. Alors déjà, les 2 différences peuvent être scientifiquement acceptables. Ça, c'est pas toujours évident pour l'industriel de comprendre que 2 résultats contradictoires, selon lui, de 2 laboratoires peuvent dire la même chose, mais de manière différente et peuvent être tous les 2 acceptables. Et aussi parce que les techniques ne sont pas les mêmes et que ce qu'on a recherché ou ce qu'on a fait rechercher à l'un et à l'autre n'était pas la même chose. Donc tout ce domaine-là demande effectivement à être dans une démarche de sécurisation. La démarche de sécurisation, tout à l'heure vous parliez des structures qui sont agréées par les ministères et autres sur des plans de surveillance. Aujourd'hui, quand on est industriel, on vous oblige quelque part à aller chercher ces fameux laboratoires accrédités ISO 17025, qu'en France on extrapole très rapidement comme étant des labos COFRAC, tout simplement parce que pour être accrédité 17025 en étant basé en France, le seul organisme qui a le droit d'aller les auditer, c'est le Comité français d'accréditation. Mais on vous impose aujourd'hui, de manière détournée, d'aller chercher des prestations analytiques accréditées ISO 17025. C'est une démarche volontaire au départ. Donc quelque part, on est juste en train de dire que les nouveaux laboratoires qui ont envie de s'implanter, ils ne peuvent pas avoir accès à votre marché. Ce qui est un peu étonnant, c'est comme si on disait à un industriel, tu ne peux plus aller vendre, ou tu ne peux pas vendre si tu n'es pas 17025. Mais pour être 17025, il faut faire des analyses et avoir des clients. Donc c'est un peu compliqué au niveau de la prestation pour les laboratoires d'arriver à être 17025 sans avoir des clients qui vont leur donner des analyses, alors qu'eux-mêmes ont l'obligation de trouver des laboratoires qui sont 17025. Donc ça c'est une petite démarche juste pour vous expliquer que même si le laboratoire n'est pas 17025, nous en tant que scientifiques, on sait aller vérifier si ces conditions de prestation sont saines, cohérentes et acceptables. Mais évidemment pour vous industriels, c'est normal que vous soyez dans cette recherche-là de reconnaissance, parce que ça amène une reconnaissance. Je vais vous dire assez rapidement les obligations qu'ils doivent avoir pour être accrédités sur une prestation. Mais aussi, sachez qu'il y a des reconnaissances mutuelles. Aujourd'hui, quand vous recevez les bulletins d'analyse de vos fournisseurs, ils sont rarement COFRAC, parce que si vous les achetez dans le monde, ils vont être autrichiens, ils vont être allemands, ils vont être italiens, et puis ils peuvent être chiliens, aux États-Unis, etc. Donc vous avez tous des accords de reconnaissance mutuelle entre les organismes pour dire chaque organisme s'est mis sur une plateforme et a décidé de dire oui, a priori vous auditez de la même manière que nous, donc les laboratoires que vous considérez comme 17025, ils doivent être reconnus parce qu'ils appliquent la même norme et que vous les avez contrôlés sur la même base. Donc évidemment aujourd'hui quand on nous fait expertiser des résultats, alors tout à l'heure vous parliez des certificats bio, mais il y a la même chose sur les problématiques analytiques. Quand vous recevez des certificats de vos fournisseurs, on ne sait pas toujours si alors la prestation est bonne, si l'organisme est cohérent, si l'accréditation est juste, et donc on est amené à aller vérifier les bulletins d'analyse des fournisseurs qui sont confiés à nos clients pour leur dire oui, a priori sur ce bulletin-là, vous avez toutes les informations que vous souhaitiez ou pas. Alors pourquoi le 17025 est intéressant pour un industriel qui n'est pas comme nous à la base scientifique et qui n'a pas toujours les moyens d'aller contrôler les analyses? C'est parce qu'effectivement dans l'accréditation, il y a un certain nombre d'exigences sur les méthodes, sur la méthodologie et ce qu'on est obligé de faire quand on est analyste pour prouver que sa méthode est juste et fiable. Donc on leur demande de faire ce qu'on appelle des rendements de récupération. C'est intéressant, vous verrez dans la démarche, la répétabilité, la reproductivité et d'avoir des incertitudes de mesure. En gros, on essaye de leur demander une exigence sur
quand tu analyses un produit, est-ce qu'on est sûr que tu vas retrouver l'ensemble des informations utiles? Pour ça, il faut que tu nous dises combien tu as récupéré alors que au départ je savais qu'il y avait 100, est-ce que tu as retrouvé 100? C'est ce qu'on appelle le rendement de récupération. Scientifiquement parlant, dans la plupart des méthodes, on accepte qu'on soit entre 70 et 120%. Donc, parfois, un laboratoire qui va avoir un rendement de récupération sur un critère, peu importe lequel, qui est à 120%, va vous donner par exemple une valeur à 1,2, quand un autre va vous donner 0,7, puisqu'il est à 70% par exemple. Dans votre cas de figure, vous allez dire waouh, les deux ne sont pas logiques, c'est pas normal, il y en a un qui est bon et l'autre qui est mauvais. Non, les deux sont bons. Mais si vous êtes dans le cas de figure où la réglementation c'est 1, vous préférez celui qui est à 0,7 que celui qui est à 1,2, sur la base de ces deux résultats. Mais pourtant, tous les deux sont fiables, tous les deux sont bons, tous les deux sont accrédités. Alors après, j'essaie de vous montrer que c'est pas grave, c'est un bulletin, un résultat, un échantillon, et qu'il ne faut pas rester sur cette juste confrontation unique. Il faut essayer d'aller un peu plus loin. Pardon? C'est pas nous qui faut dire ça. Alors, si, parce que parfois vous-même, quand vous êtes dans la situation d'un fournisseur qui vous envoie son bulletin du même lot, vous allez dire non, c'est pas bon, ton résultat il est pas bon, le mien il est mauvais, donc il y a un des deux qui est pas sain. C'est quand même intéressant parce que ça amène des discussions quoi qu'il arrive. Alors un autre élément intéressant dans les obligations, c'est qu'ils sont amenés à faire par obligation des essais interlaboratoires ou lorsqu'ils n'existent pas, parce que ça arrive, d'avoir des analyses régulières de matériaux de référence internationaux qui permettent de valider que leur résultat est sain et propre et cohérent par rapport à ce qu'on attendait, et ils participent à des tests interlaboratoires officiels quand ils existent. Donc tout ça c'est fait pour vous sécuriser, et donc c'est pour cette raison-là que la plupart des acheteurs demandent à leurs fournisseurs de passer par des laboratoires qui sont 17025 pour avoir cette sécurisation-là. Donc ça c'est très intéressant. L'obligation de rendement de récupération vous permet de mieux comprendre et mieux appréhender que le résultat, il a obligatoirement une incertitude, et une incertitude de mesure qui en plus peut être couplée à un rendement de récupération qui va rajouter, on va dire, le domaine de validité de son résultat. À travers ça, eux ils sont obligés de faire ce qu'on appelle des blancs de récupération. Ils injectent un produit sans le critère à rechercher, il ne faut pas qu'il en trouve, sinon il y a un souci dans son analyse. Et ensuite il est obligé de faire un certain nombre de fois des ajouts pour vérifier qu'à un faible seuil, son fameux seuil de limite de quantification, il est capable de le retrouver 5 fois de suite avec des rendements de récupération comme il faut, corrects, et avec ce qu'on appelle une répétabilité et reproductivité également cohérente, en moyenne entre 80 et 120% de rendement de récupération sur les 5 fois à la limite de quantification, vous voyez pas parce que là c'est un peu en couleur, et 10 fois la limite de quantification. Donc ça c'est des obligations qui amènent un certain nombre de garanties par rapport aux résultats sous accréditation. Alors les résultats sous accréditation, ils ne sont pas tous en fait sous accréditation quand vous regardez vraiment les bulletins dans le détail. Notamment pour les laboratoires qui sont en France, aujourd'hui c'est en train de disparaître cette distorsion, on va dire, de concurrence, mais le COFRAC, le Comité français d'accréditation, avait pris comme logique dans l'analyse d'accréditer un couple matrice-produit. Donc un laboratoire sait par exemple analyser des pesticides sur céréales. S'il a fait analyser et accréditer sa méthode pesticides sur céréales, il peut mettre le logo d'accréditation et vous savez qu'il a mis en place tout le système de rendement de récupération, etc. Mais s'il souhaitait mettre le logo sur la même liste de molécules sur des fruits, il n'avait pas le droit. Et il ne peut pas parce qu'il n'a pas passé l'ensemble des étapes d'accréditation. Donc ça c'est une spécificité du COFRAC qui reste. Mais par contre, ils ont ouvert ce qu'on appelle des portées flexibles, ce qui laisse la possibilité au laboratoire d'élargir avant l'accréditation ou avant le test annuel qu'ils ont, donc l'audit par le COFRAC, d'élargir leur champ de prestation. Mais ça reste une des exigences fortes du COFRAC qui n'est pas spécifiquement la même dans tous les pays. Je vous donne cet exemple des céréales. Si on prend l'organisme de certification allemand ou italien, pour la même prestation, pesticides, screening pesticides sur céréales, screening chromatographie en phase gazeuse, GC. La France va demander à ce qu'il y ait le screening pesticide GC sur céréales qui soit accrédité. L'Allemagne et l'Italien demandent à ce qu'on valide que le laboratoire sait bien appliquer la méthode de chromatographie en phase gazeuse pour l'analyse des pesticides, sans aller vérifier dans la matrice s'il est ou pas en capacité de le faire.
On fait confiance aux techniciens un peu plus dans ce cas de figure et un peu moins dans l'autre. Voilà. Et donc certaines différences peuvent provenir de là, notamment sur le logo qu'on apparaît ou qu'on voit apparaître plus facilement dans les laboratoires étrangers qu'à date sur les laboratoires nationaux. Alors, dans la démarche d'accréditation, pardon, je suis allé en arrière, les différentes matrices à analyser et les différents produits contaminants ont des programmes spécifiques. Donc je vous ai remis ceux qui correspondent au programme pesticides que vous connaissez certainement, puisque la logique aujourd'hui c'est de parler pesticides, mycotoxines et métaux, avec les LAB GTA 26, LAB GTA 21 ou X 99.3 pour les métaux. Alors des petites nuances juste, donc je vous l'ai dit pour la portée flexible et la portée fixe. Pour les mycotoxines par exemple, il y a une exigence qui est faite pour leur demander de vous préciser le rendement de récupération sur les bulletins d'analyse et de vous dire qu'ils l'ont corrigé. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Quand vous avez un rendement de 70% sur une analyse, en pesticides, on ne corrige pas. On laisse 0,7 sur le résultat. En mycotoxine, soit on le corrige, donc quand il y a 70%, on va corriger la valeur. On sait qu'il y avait 1 normalement et on a eu 0,7, on va corriger avec la valeur. Soit on ne le corrige pas, mais on le précise. Donc ça permet aux techniciens qui voient le résultat de nuancer ou pas le résultat. Alors comme il me reste quelques minutes, je vais juste vous donner un exemple sur les mycotoxines, ici les pesticides et les métaux, sur la technique d'analyse. Alors vous entendez souvent les screenings, pesticides, GC, LC, MSMS. Je voulais juste vous dire pourquoi on utilise la MSMS et comment on réalise une analyse. Avec un exemple simple, une analyse c'est toujours une matrice, quelle qu'elle soit, liquide, solide, sur laquelle on va essayer de sortir, d'extraire un critère. Donc on a une étape d'extraction qui doit être la plus importante possible et qui permet normalement de sortir la totalité de l'échantillon. On le purifie ensuite et on l'analyse derrière. Donc dans l'extraction, c'est une étape très importante parce que vous l'avez compris, si on extrait que 50% du produit, on va analyser à la fin la valeur, mais on n'aura que 50%. Et la détection est également très importante parce que si on a une interférence ou un faux positif, il faut être sûr de pouvoir écarter cette donnée-là. Donc pour arriver à l'écarter, alors je mets la petite cafetière parce qu'en fait, un laboratoire, quand il fait une analyse, c'est comme nous quand on fait du café. On met du café solide, on met de l'eau chaude et on récupère de la caféine dans la cafetière. Et quand on le boit, on se dit, elle est forte en caféine ou elle est faible en caféine. On est le détecteur et l'extraction, c'est l'eau chaude qui permet le solvant et la dose de café qui était avec la caféine dedans. Si on met de l'eau moins chaude, on va potentiellement extraire moins de caféine et donc potentiellement notre rendement de récupération sera plus faible. Et on comprend pourquoi derrière on peut avoir des résultats qui peuvent être fluctuants parce que les laboratoires ont pratiqué de manière légèrement différente. Alors la MSMS c'est important, alors je ne rentrerai pas dans le détail de cet appareil là, en fait sachez que c'est un tube dans lequel on ventile des molécules, on les fait sortir et on regarde la masse. Et regardez ce que vous voyez avant un technicien et regardez aujourd'hui comment il voit la même prestation. Donc il a beaucoup plus de fiabilité quand il va chercher ce qu'on appelle la spectrométrie de masse sur un chromatogramme, donc c'était ça qu'il voyait avant pour trouver la molécule et aujourd'hui de ça, il a plusieurs pics, alors je vous en ai mis qu'un, mais il a plusieurs pics qui lui disent qui c'est, et pour être sûr de savoir que c'est bien la bonne molécule, on a ce qu'on appelle la fragmentation qui nous permet d'avoir la carte d'identité, le spectre de masse. Donc aujourd'hui, avec ce type de technique, on a de moins en moins de risques de faux positifs à partir du moment où évidemment il a bien extrait. On peut avoir des faux négatifs, hein, s'il n'a pas bien extrait, il n'a pas trouvé la molécule, certes, mais il ne l'avait pas sorti de la masse. Mais des faux positifs, c'est beaucoup plus difficile. Et on utilise ce couplage-là dans l'ensemble des techniques ou la plupart des techniques sur les différentes analyses de mycotoxines, de pesticides, etc. Je voulais juste relativiser aussi les analyses. Quand vous voyez les seuils à 10 microgrammes par kilo et que parfois vous êtes gêné parce qu'il est à 12 ou à 9 ou à 15, vous avez l'impression que l'incertitude de 50%, qui est celle qu'on autorise dans le cas des réglementations, est énorme, sauf que là vous voyez quand il vous donne un seuil à 10 microgrammes par kilo, ça correspond à être capable de vérifier une petite nuance d'1 centimètre ou 10 mm sur un axe de 1000 km entre Brest et Strasbourg. Ça permet de nuancer ce que les laboratoires aujourd'hui arrivent à faire et arrivent à vous proposer en analyse. Mais ça vous relativise surtout les données qu'ils vous offrent et celles sur lesquelles peut-être vous allez contester ou déclasser des lots. Rapidement, la limite de quantification, limite de détection, parce que c'est deux notions importantes dans les analyses. Limite de quantification, c'est le moment à partir duquel il est capable de mesurer
La limite de détection, c'est la limite à partir de laquelle il voit un signal, mais sans être capable de vous préciser la valeur. Donc c'est toujours intéressant d'avoir cette information, mais elle ne sert que juste à identifier à partir de quand il va pouvoir quantifier. En règle générale, elles sont entre 30 et 50% de la limite de quantification. Les incertitudes classiques d'un laboratoire sont entre 20 et 25%. Mais très souvent, on augmente ces incertitudes, ou les laboratoires, par un facteur de sécurité. L'idée étant de dire, si mon échantillon, vous l'envoyez dans un autre laboratoire, on va retrouver normalement à plus ou moins 50% ma valeur. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez des rendements de récupération qui peuvent être, des incertitudes qui peuvent être à ce niveau-là de 50%. Alors par contre, si on cumule ces données-là avec les rendements de récupération, évidemment que pour une valeur cible que vous recherchez ici à 0,05, ben, un laboratoire qui va vous donner 0,025 et l'autre 0,075 peuvent être tous les deux fiables et donner le même résultat pour le même échantillon sans qu'on puisse dire que l'un est bon et l'autre est mauvais. Évidemment que, encore une fois, quand il y a une valeur réglementaire au milieu, ce n'est pas toujours la même discussion qu'on peut avoir. Mais ça relativise et ça explique pourquoi dans les résultats, il y a toujours besoin d'exploiter, d'interpréter, d'aller chercher ce qu'il y a derrière le résultat. Alors, juste parce que je vous en ai parlé, si en plus vous cumulez la valeur cible qui est à 0,05 avec un laboratoire qui, lui, est à 70%, sa valeur cible est à 35, 0,035. Si celui qui est à 120% a une valeur cible à 0,06, eh bien vous avez un domaine qui va augmenter par rapport aux 35% de 50% ou augmenter par rapport aux 50% de 0,6. Donc ça élargit le domaine d'incertitude du résultat. Donc encore une fois, ça ne fait qu'exprimer pourquoi un résultat d'analyse, il doit être pris avec des pincettes. Quand il va dans le sens de ce qu'on a vu au point de vue du risque, au point de vue de l'audit, au point de vue de la revue documentaire, c'est très bien. Lorsqu'il est en déphasage, il faut arriver à aller chercher toutes ces informations-là et essayer de les exploiter et les interpréter. Et juste pour l'illustrer, j'ai essayé de vous donner un exemple sur la base des LMR. Est-ce que tout le monde sait que pour déclasser un produit sur les pesticides avec la LMR, aujourd'hui avec la DG Sanco, on autorise, et c'est aussi pour ça que les laboratoires le disent, un seuil à 50%. Donc sur une base LMR, une incertitude de 50% est à intégrer dans le risque de dépassement de résidus. Que le laboratoire ait ou pas plus de 50%, vous pouvez préjuger que le risque est de prendre cette incertitude de 50%. Donc ça aide normalement à interpréter le résultat. Alors ça ne doit pas vous amener à dire j'ai un résultat qui est au-dessus de la réglementation, avec les incertitudes je suis en dessous et je ne fais rien. Non, en théorie, il faut aller chercher pourquoi on est au-dessus, dans quelles conditions on l'est, est-ce que j'ai toute la série qui est comme ça? Et donc on préconise de rajouter 1, 2 ou 3 échantillons, 3 analyses pour aller vérifier si ce critère est toujours au-dessus ou plutôt en dessous. Je vous donne cet exemple, une matrice X avec un résidu à 0,15, la valeur réglementaire est à 0,10. Avec ce que je viens de vous dire, incertitude de 50%, acceptable au niveau des résidus de pesticides, on est dans un domaine de validité, puisque 0,075 est en dessous de 0,10 mg par kilo. Donc à l'industriel, on peut lui dire, bon, avec ce résultat-là, les incertitudes comprises de 50%, théoriquement, ce résultat-là, on ne peut pas vous déclasser. Mais ce n'est pas normal, donc à vous d'aller chercher pourquoi vous êtes à 0,15, qu'a fait votre fournisseur, dans quelles conditions il a travaillé pour le redescendre. Dans l'idéal, on lui dit, ne restez pas sur une analyse, un dépassement et une non-conformité, refaites encore 2 échantillons, revérifiez cette valeur de résidu et assurez-vous que vous n'êtes pas à 0,15 par chance et qu'en fait on est plutôt à 0,20, mais que vous êtes plutôt à 0,15 et que les 2 ou 3 valeurs que vous allez faire, elles vont être entre 0,10 et 0,15 et pas au-delà. Parce qu'évidemment, s'il y a 3 valeurs, vous êtes à 0,15, 0,18, 0,20, le discours est plus le même. Là, on est vraiment dans un cas de dépassement, n'importe quel laboratoire qui analyse va vous trouver un résultat supérieur et là, vous allez être en risque par rapport à l'aspect réglementaire. Donc là, c'est important. Après, est-ce que votre laboratoire est accrédité ou pas? Est-ce qu'il a l'incertitude de mesure? Est-ce que le rendement de récupération, vous le connaissez? Là, de la même manière, quand on a ce résultat-là, nous, on sait que le laboratoire, il est par exemple à 120%. Donc on relativise. Ou on sait qu'il est à 70%. On dit, attention, là, on sait qu'on risque d'être au-dessus et la démarche n'est pas la même. Donc il y a un certain nombre de choses à faire avec un résultat d'analyse et ne pas rester juste sur un résultat, un dépassement et je détruis. Voilà, j'en ai terminé. J'ai une dernière slide, mais qui reprend ce que j'ai dit en synthèse pour vous donner les grandes lignes des éléments à apprécier. Et puis, je suis là cet après-midi si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Merci.